Premièrement, l'épargne des Français, c'est 3 600 milliards d'euros. Deuxièmement, sur ces 3 600 milliards, il y en a 1 400 qui sont en assurance vie. Troisièmement, sur ces 1 400, il y en a 1 200 qui sont en fonds euros, c'est-à-dire des fonds qui, par essence, parce qu'ils doivent être liquides, assurer le capital, et au fond la rentabilité est secondaire à ce stade en tout cas, n'ont pas à être utilisés pour financer les entreprises. On a dit des choses simples avec Dominique Lefebvre. On a dit il faut évidemment de la stabilité, il faut de la confiance pour les épargnants, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'amuser à tout bouleverser. Et toute réforme de l'épargne longue doit se faire en assurant d'abord le fait que les gens sont entendus, les épargnants sont entendus. On ne réforme pas l'épargne sans prendre l'avis des épargnants. Et deuxièmement, si vous voulez vraiment financer l'économie française et les entreprises françaises avec l'épargne des Français, n'essayez pas d'aller chercher des fonds de tiroir, regardez le gros, c'est-à-dire regardez l'assurance vie, regardez ces 1 400 milliards d'euros, essayez de voir ce qu'on peut faire avec ces 1 400 milliards d'euros, et grosso modo, tant que vous aurez 1 400 milliards d'euros, ou quasiment, en tout cas quasiment la totalité, 1 200, qui ne peuvent pas être utilisés pour financer les entreprises, vous aurez un problème, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à répondre à la question. Je fais ça de manière très résumée et très abrupte, mais cela explique, j'espère, la question que tu m'as posée au fond, c'est quoi cette idée de recroissance? On a dit, pour arriver à débloquer la situation, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une partie des 1 400 milliards qui aille un peu aux entreprises, un peu plus en tout cas, on ne va pas se battre sur les chiffres de combien vont aux entreprises, ça a été un débat non-stop pendant un an, pour que ça aille un peu plus, de toute façon, il faut deux choses. Il faut donner la possibilité aux assureurs de faire une gestion bilan actif-passif un peu plus souple. Et il faut aussi que, du point de vue de l'épargnant, selon qu'on prend du risque ou selon qu'on n'en prend pas, on n'est pas la même chose au final. Voilà. Donc, pour répondre à la question de la gestion actif-passif des assureurs, la réponse pour nous, ce n'était pas de faire en sorte qu'on passe l'assurance vie de 8 ans à 10 ans pour obtenir les avantages, c'était effectivement de faire en sorte de créer une situation où on n'ait pas l'obligation d'avoir en permanence la liquidité et la garantie de capital, qui étaient les fonds euros, qu'on n'ait pas non plus l'intégralité du risque qui repose sur l'épargnant, c'est les fonds UC, qu'on ait quelque chose entre les deux, c'est-à-dire des contrats qui soient garantis à 8 ans en capital, mais qui n'aient pas la garantie de liquidité en deçà de 8 ans, et qui soit au fond quelque chose qui permette de prendre du risque sur les 8 premières années, gestion active-passive des assureurs, et qui en même temps assure quand même au final, au bout de 8 ans, à nos épargnants que s'ils ont mis 100, ils récupèrent bien 100 au bout de 8 ans, et si possible un peu plus. C'est ça l'eurocroissance. La question, c'est la façon dont les conditions sont réunies pour que l'épargne financière soit investie plus massivement dans les entreprises. On a repéré finalement deux grandes questions qu'il fallait interroger et auxquelles il fallait apporter des solutions, les questions structurelles et les questions de marché. Sur les questions structurelles, Madame la députée vient d'en parler, on a trois sujets, pardonnez-moi. La fiscalité, le droit et la nouveauté. Pour la fiscalité, qu'est-ce qui a été fait? Finalement, le grand changement va être le PEA-PME, dont vous avez déjà abondamment parlé, qui va être introduit au début de l'année prochaine. Quel est le rendement du PEA-PME? Le rendement du PEA-PME attendu est de 4 milliards. Le deuxième sujet structurel que nous voulions traiter, c'est la question du droit. Il était à notre portée facilement parce que nous avons identifié, en réalisant les fonds novos, que nous avions dans le Code des assurances un blocage, comme il en existe parfois seulement, dans la réglementation française, qui avait pour conséquence de rendre particulièrement difficile l'investissement des assureurs dans les entreprises. Un simple décret, finalement, du ministre, dont les visas sont le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances, ont permis finalement de débloquer la possibilité pour les assureurs d'investir jusqu'à 5% de leurs actifs dans des entreprises non cotées et non notées. Le rendement de cette initiative, de cette mesure de droit, c'est, selon les chiffres, et je vais prendre les chiffres de Madame la députée à l'instant, 70 milliards d'euros. C'est un très beau cadeau, je m'exprime de cette façon, fait au financement des entreprises. C'est une mesure d'un rendement inégalé depuis des années. Nous avons aujourd'hui, dans cette séance, de quoi nous réjouir tout particulièrement. Le troisième sujet,
structurel, c'est la nouveauté, et c'est naturellement les contrats euro-croissance dont on vient de parler. J'ai dit qu'il y avait une deuxième condition au financement des entreprises par l'épargne financière, c'était le marché. Le marché, nous avons repéré 3 conditions qu'on devait également traiter en même temps. La première, c'est la solvabilité. La deuxième, c'est la rentabilité. La troisième, c'est la dynamique du marché. Sur ces marchés, nous avons des difficultés à prouver cela. La solvabilité, il faut pouvoir sortir d'un univers où on considère les PME et les ETI comme une zone de risque brûlant pour trouver un univers où on revient à des réalités un peu plus raisonnables, qui permettent à des investisseurs qui ont la charge de l'épargne de leurs clients d'investir dans ces entreprises. Sur les fonds nouveaux, qui sont d'une nature un peu exceptionnelle, excusez-moi l'immodestie, c'est 1,015 milliard d'apportés par 24 investisseurs, dont 19 compagnies d'assurance. Il faut saluer ici le travail remarquable fait par la Fédération sous la présidence de Bernard. C'est à destination exclusivement des PME et des ETI. C'est enfin une innovation parce que c'est fait pour démarrer le marché obligataire. On a un écosystème scientifique et technologique qui est certainement encore parmi les meilleurs du monde. On a un écosystème très favorable à la création d'entreprises, la JEI, Crédit Impôt Recherche, je ne vais pas revenir là-dessus. On a ça aujourd'hui, et c'est ça qui, moi, aujourd'hui, me pousse à investir et à créer des entreprises en France. Malheureusement, nous n'avons pas l'argent qui permet de développer nos entreprises pour en faire des leaders, je ne vais même pas dire mondial, parce que ça, on n'y arrivera probablement jamais, mais au moins des leaders européens qu'on puisse... Et il y a des choses simples, franchement, il y a des choses simples. Quand on dit, et je suis vraiment ravi de cette opportunité, mobiliser un peu de l'argent de l'assurance vie, s'il faut donner des incitations pour que cet argent il aille vraiment vers les PME innovantes, mais faisons-le. Je pense que ça ne coûtera rien au final à l'État, puisque cet argent finira par rapporter. Pas dans tous les cas, bien sûr, on sait bien qu'on est porteur de risques, mais dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire des entreprises comme les champions mondiaux, parce qu'on est dans les technologies de rupture. On a besoin, globalement, d'avoir une économie qui marche, de permettre à nos entreprises de créer la richesse, qui créeront les emplois et qui permettront de restaurer la compétitivité, qui seul peut permettre d'améliorer la situation économique du pays. Et parmi ces éléments susceptibles et de créer l'emploi et de restaurer la compétitivité, il va de soi que l'enjeu des PME-PMI est essentiel. Et de cela, aucun assureur vous dira autre chose. On a tous un intérêt solidaire à ce que le pays soit plus efficace et plus compétitif en la matière. Alors, à partir de là, est-ce que nous sommes aussi d'accord sur le reste? Oui, à simplement une petite condition, c'est d'être d'accord sur la situation, d'où l'on part. Il y a deux façons de le dire. Il y a la façon quantitative et qualitative. Sur le private equity, puisqu'on parle du private equity, on a atteint en 2012 25 milliards de stock d'euros. 25 milliards. C'est plus 16% par rapport à l'année précédente, qui était 21,6 milliards. Et par rapport à 2010... 42 dont 25 ou 42 plus 25? Donc 42 dont 25. Donc, par rapport à 2010, c'est plus d'un tiers. Alors, vous allez me dire, oui, mais on pourrait faire mieux. Oui, je rappelle quand même que l'année 2012 est l'année de référence, est une année exceptionnelle pour l'assurance vie, au sens qu'elle a été pour la première fois avec un solde négatif. La crise, etc., je ne reviens pas là-dessus. Mais le message fondamental, c'est qu'en dépit de la crise et qu'en dépit du fait que la collecte a été non seulement moindre que les années précédentes, mais négative, l'effort vers les PME, lui, a été très considérablement augmenté. Sur la dimension qualitative, effectivement, la grande nouveauté, c'est que ça fait des années qu'on travaille avec les représentants des PME, que je salue, ceux qui sont présents dans cette salle, pour aller chercher de l'efficacité. Et pas pour aller chercher de faire du dogme et de se dire, par exemple,
cette mesure qui avait consisté, vous y faisiez allusion, aux 2%. Ce n'était pas le président Sarkozy qui avait eu cette idée, c'était le ministre Sarkozy. Voilà, oui. Mais sans doute avec les mêmes bureaux qui sont là aujourd'hui. Et donc cette idée qui consiste effectivement à avoir ce sentiment qu'en créant des seuils, on se rassure, est évidemment désastreuse.